Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Tu ne fais que manger et dormir. Et puis j'ai fait ça. Cela faisait presque 2 ans que j'avais perdu mon mari, David. 33 ans de vie commune. 33 ans de sourires partagés, de silences complices, de désaccords sans importance, de rêves bâtis à deux. Nous n'étions pas un couple parfait, personne ne l'est, mais nous étions unis par une tendresse inébranlable. David avait cette capacité rare de rendre les choses simples belles, et les choses dures, supportables. Nous avions ouvert ensemble une petite librairie dans le quartier paisible et historique de Beacon Hill, à Boston. C'était notre projet de cœur, né un soir d'automne, autour d'un feu de cheminée et de 2 verres de vin rouge. La librairie s'appelait « Les Feuilles d'automne », en hommage à cette saison que nous aimions tant. Le nom était venu naturellement, comme une promesse d'accueil, de chaleur, de retour à soi. Chaque détail de l'endroit portait sa marque. Les étagères qu'il avait construites lui-même, le vieux fauteuil en cuir qu'il avait trouvé dans une brocante, l'odeur de bois et de pages anciennes qu'il entretenait avec un soin presque religieux. Il avait même dessiné le logo, une feuille d'érable au contour doux, posée sur un livre ouvert. C'était plus qu'un commerce. C'était notre refuge, notre monde. Mais voilà. Un jour de janvier, David est rentré avec une douleur au ventre. 3 semaines plus tard, les mots sont tombés. Cancer du pancréas, stade avancé, incurable. Je me souviens encore de son regard ce jour-là. Pas de peur. Juste, une profonde tristesse de devoir me laisser seule. Et moi, je ne savais pas encore que l'on pouvait mourir à moitié en restant vivante. Quand il est parti, quelque chose en moi s'est figé. Pas brusquement. Non. Comme une lente chute dans une mer glacée. Je ne criais pas. Je ne pleurais même pas beaucoup. J'ai simplement cessé d'exister pleinement. Je continuais à me lever, à me nourrir vaguement, à faire semblant devant les autres. Mais la vérité, c'est que j'étais devenu un fantôme, errant dans une maison silencieuse, où chaque objet me rappelait sa voix, son rire, sa présence. Je m'appelais Suzanne Mitchell, j'avais 59 ans, et je survivais. À peine. Mes journées se ressemblaient toutes. Je me levais tard, je gardais ma robe de chambre jusqu'à l'après-midi. Je faisais chauffer du thé que je ne buvais pas. Parfois, je fixais l'écran de la télévision sans voir ni entendre. Je riais mécaniquement aux mêmes scènes de comédie. Il m'arrivait de passer 1 heure entière à suivre le mouvement lent de la lumière sur le mur. La librairie, notre bébé, avait fermé ses portes 1 an après sa mort. Je n'en avais plus la force. Je n'en voyais plus le sens. Les étagères étaient restées pleines, mais couvertes de poussière. Les livres s'étaient tus. Comme moi. Le silence dans la boutique faisait mal, parce qu'il ne racontait plus rien. Andrew, mon fils unique, était revenu vivre quelque temps à la maison, après la fin de son master en finance. Il était sérieux, responsable, parfois un peu dur, il avait hérité de la rigueur de son père, mais sans encore en avoir la tendresse. J'imagine qu'il ne savait pas comment m'aider. Ou peut-être qu'il ne supportait plus de me voir ainsi. Et ce matin-là, un mardi gris, alors que je tournais mécaniquement ma cuillère dans un bol vide depuis 10 minutes, il a laissé tomber cette phrase. « Tu ne fais que manger et dormir, maman. C'est tout ce que tu fais de tes journées, sérieusement. » Il ne criait pas. Il n'était pas en colère. Son ton était neutre. Trop neutre. Comme s'il avait renoncé à attendre autre chose de moi. Mais dans sa bouche, ça m'a fendu l'âme. C'était un coup. Silencieux. Tranchant. Profond. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai simplement continué à essuyer une cuillère que j'avais déjà frottée 100 fois. Comme si, à force, elle allait briller assez pour me montrer qui j'étais devenue. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots d'Andrew tournaient en boucle dans ma tête, comme une litanie froide. Tu ne fais que manger et dormir? Et si c'était vrai? Et si j'étais devenue cette femme que je craignais autrefois de devenir? Éteinte. Inutile. Transparente. Une morte vivante. Alors, dans l'obscurité de ma chambre, les yeux grands ouverts,
une question a lentement germé. Et si je n'étais pas encore fini? Le lendemain, à 5h30 du matin, sans réveil, sans y avoir vraiment pensé, je me suis levée. Pas brusquement. Pas comme quelqu'un qui a un plan. Mais comme une femme que le sommeil ne veut plus accueillir. La maison était encore plongée dans un silence épais. Andrew dormait à l'étage. Le seul bruit, c'était le grincement du vieux plancher sous mes pas nus. Je suis entrée dans la salle de bain. La lumière blanche du néon a été cruelle. Je me suis regardée longuement dans le miroir, plus longuement que je ne l'avais fait depuis des mois. Peut-être des années. Ce que j'ai vu m'a secoué. Des cernes profonds, creusés comme des cicatrices. Mes cheveux, autrefois châtains et ondulés, étaient désormais plats, ternes, sans forme. Ma peau, autrefois rosée, semblait grise, fatiguée, presque translucide. J'ai eu honte. Pas à cause du regard d'Andrew. Pas de lui. De moi. Honte d'avoir laissé ma lumière s'éteindre, de m'être oubliée dans les plis de la douleur. Mais il y avait autre chose dans ce miroir. Une lueur. Une colère douce. Une vague souterraine prête à remonter. Alors, sans savoir vraiment pourquoi, je suis allée chercher un vieux sweatshirt, j'ai mis des baskets, et je suis descendue au sous-sol, cette pièce froide que j'évitais depuis des mois. L'odeur de poussière et de carton humide m'a frappé dès l'ouverture de la porte. Tout était encore là. Empilé. Figé. Oublié. Des cartons de la librairie, intacts, alignés contre les murs comme des cercueils de souvenirs. Les carnets de commandes, les registres d'inventaire, les affiches des soirées lecture, les photos de clients souriants, les dédicaces d'auteurs invités, les exemplaires dédicacés, les posters d'automne. Et les petits mots d'enfants, griffonnés à la main, accrochés un jour sur les murs du coin jeunesse, que David appelait le jardin des histoires. Je suis restée un moment immobile, paralysée devant tout ce passé. J'avais l'impression que chaque carton contenait une partie de moi. Une version de Suzanne Mitchell que j'avais enfermée là-bas, avec ses rêves, sa passion, sa voix. J'ai ouvert une boîte, au hasard. Un papier jauni s'est échappé d'un vieux livre, comme un pétale oublié. Je l'ai attrapé. Mes mains tremblaient. Merci Madame Mitchell, grâce à vous j'aime lire maintenant. Signé, Émilie, 9 ans. Une phrase simple. Une écriture maladroite, tracée en feutre rose. Et là, tout s'est brisé en moi. Les larmes sont montées d'un coup, brûlantes, incontrôlables. Je me suis accroupie, le front contre mes genoux, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était un mélange de douleur, de nostalgie, et de réveil. Émilie. 9 ans. Un petit mot griffonné des années plus tôt. Et il suffisait de ça pour que je me souvienne de qui j'étais. De ce que j'avais construit. De ce que j'avais transmis. De ce que j'avais encore à offrir. Quand les larmes se sont calmées, j'ai essuyé mes joues avec la manche de mon sweat. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Un sourire vrai. Un sourire venu du ventre. Quelque chose venait de se rallumer. Une étincelle. Petite. Fragile. Mais réelle. Je n'étais pas morte. Pas encore. Et peut-être que ce jour-là, dans ce sous-sol silencieux, avec une note d'enfant froissée dans la main, je suis née une deuxième fois. Pendant les jours suivants, je me suis mise au travail comme une femme possédée, ou peut-être comme une femme qui, après s'être noyée trop longtemps dans l'ombre, sentait enfin la lumière lui effleurer la peau. Pas une lumière brutale. Une lumière timide, presque fragile, mais suffisante pour me faire avancer. J'ai commencé par le grenier, puis le garage, puis chaque tiroir oublié. Je faisais des piles, à garder, à donner, à jeter. Chaque objet me ramenait à un souvenir. Un vieux marque-page illustré me fit penser à une soirée poésie que nous avions organisée pour des adolescents. Une bougie parfumée m'évoqua un hiver glacial où David m'avait surprise avec un dîner entre les rayonnages. Une photo retrouvée entre deux livres me fit rire à travers mes larmes, c'était Andrew, 6 ans, déguisé en magicien pour Halloween, tenant un roman bien trop gros pour lui. Tout était empreint de notre histoire. Mais cette fois, je ne reculais pas devant les souvenirs.
Je les regardais en face. Et je les rassemblais comme on recolle les morceaux d'un miroir brisé. Puis un matin, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai appelé Madame Browning, la propriétaire de l'immeuble où se trouvait notre librairie. C'était une femme âgée, stricte mais juste, que David respectait beaucoup. « Suzanne, dit-elle, étonnée. Oui. Je voulais savoir si le local est encore disponible. » Un silence. Puis une voix chaude, presque émue. Je n'ai jamais reloué l'espace. Je ne pouvais pas. À chaque fois que quelqu'un le visitait, je me disais, et si elle revenait? Alors j'attendais. Je suis heureuse que vous appeliez. J'ai eu les larmes aux yeux. Encore. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude, et un peu d'émerveillement aussi. Peut-être que le monde ne m'avait pas totalement oublié. Peut-être que certaines portes, même fermées, nous attendent. Le lendemain, j'ai franchi à nouveau le seuil de la librairie. Les volets étaient fermés, la poussière régnait, mais je sentais encore l'âme du lieu. Le parquet grinçait toujours au même endroit. L'odeur des livres, même éteinte, persistait. J'ai fermé les yeux et je l'ai revu, David, derrière le comptoir, relevant la tête pour me sourire. J'ai chuchoté dans le silence. On va la faire revivre, David. Je te le promets. Puis j'ai pris contact avec Chloé Sanders, une jeune décoratrice que m'avait recommandée une ancienne cliente. Elle est arrivée en jean, les bras chargés d'échantillons de tissus et de couleurs, les yeux pétillants d'enthousiasme. Je connais bien votre librairie. Ma mère m'y emmenait quand j'étais petite. C'est ici que j'ai lu mon tout premier roman. Sa phrase m'a traversée comme un éclair. Encore une preuve. La librairie n'avait pas seulement été notre projet, elle avait laissé une trace chez d'autres. Avec Chloé, on a retravaillé l'espace ensemble. On a repeint les murs en couleurs chaudes, remis du bois clair, installé des guirlandes de lumière douce, ajouté un coin lecture avec des coussins géants, et un coin café discret, près de la fenêtre. Le fauteuil en cuir de David reprit sa place dans l'angle. Un vieil ami nous a aidés à faire marcher la machine à espresso. Et puis, un soir, dans un élan d'audace, j'ai posté une photo sur Facebook, le logo de la librairie, une feuille d'érable posée sur un livre, avec la légende. Les feuilles d'automne renaissent bientôt. Rejoignez-moi pour ce nouveau chapitre. Je m'attendais à quelques likes. Peut-être 2 ou 3 commentaires. Mais ce que j'ai reçu m'a bouleversé. Des dizaines, puis des centaines de messages ont afflué. Des anciens clients écrivaient. Je suis si heureux que vous reveniez. On a besoin de vous dans le quartier. Des professeurs. La librairie Les Feuilles d'automne a changé la vie de mes élèves. Des voisins. Enfin une bonne nouvelle. On a tellement hâte de vous revoir. Et surtout, des enfants devenus adultes, qui m'écrivaient des messages pleins de souvenirs. Madame Mitchell, c'est dans votre boutique que j'ai découvert Harry Potter. Je ne l'ai jamais oublié. Je me souviens encore du jour où vous m'avez offert un livre parce que je n'avais pas assez d'argent. Votre librairie m'a sauvé d'une adolescence compliquée. Merci de revenir. Je lisais chaque message avec des larmes silencieuses, les mains tremblantes sur mon clavier. Je ne savais pas qu'on pouvait revivre par les mots des autres. Pendant tout ce temps, Andrew m'observait. Il ne disait rien. Il me laissait faire. Mais je sentais son regard posé sur moi, souvent. Un regard neuf. Inquiet parfois. Impressionné, aussi. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne savait pas que sa remarque, dite en passant, avait été le déclic. Il n'imaginait pas qu'en me lançant ce jugement, il m'avait tendu sans le savoir un miroir, et que j'avais choisi de ne plus fuir mon reflet. Et moi, je ne disais rien non plus. Je le laissais voir. Je le laissais découvrir cette autre version de sa mère, celle qu'il avait peut-être oubliée. Ou celle qu'il n'avait encore jamais vraiment connue. Le jour de la réouverture, il pleuvait doucement, comme si le ciel voulait laver les derniers restes de chagrin dans les ruelles de Beacon Hill. La lumière était pâle, les gouttes perlaient sur les vitres comme des larmes silencieuses. J'aurais pu croire que cette pluie allait tout gâcher, que personne ne viendrait, que j'avais rêvé trop fort, trop loin. Et pourtant, à 9 heures précises,
alors que je tournais la clé dans la serrure de la porte vitrée de Les Feuilles d'automne, il y avait déjà des gens qui attendaient. 3 femmes sous un parapluie coloré. Un homme en imperméable, un livre sous le bras. Une adolescente avec un tote bag plein de romans. Ils m'ont souri. J'ai souri en retour, sans pouvoir parler tout de suite. Ma gorge s'était nouée. Bienvenue, ai-je murmuré, les mains légèrement tremblantes. La clochette a tinté doucement quand la première cliente est entrée. Une femme d'un certain âge, emmitouflée dans un long manteau bleu nuit. Elle a parcouru du regard les rayons fraîchement repeints, les piles de livres, le petit coin café. C'est encore plus beau que dans mes souvenirs, a-t-elle dit, presque émue. Merci d'être revenu, ai-je soufflé. J'avais préparé des cookies faits maison, une tradition que David avait initiée, un bon livre mérite une bonne douceur, disait-il toujours. Le café fumait dans la machine neuve, une odeur d'amande et de cannelle flottait dans l'air. J'avais posé, près de la porte, une petite pancarte écrite à la main. Entrez, installez-vous, et laissez les mots vous emporter. Et les gens sont entrés. De plus en plus nombreux. Certains venaient en curieux. D'autres, en fidèles. Beaucoup m'ont reconnu. Certains m'ont simplement pris dans leurs bras, sans un mot. Il y avait dans leurs gestes une chaleur, une humanité que je croyais avoir perdue. Un petit garçon s'est assis dans le coin lecture, sans attendre. Il a ouvert un album illustré et s'est mis à lire à voix basse. Sa mère m'a lancé un regard plein de gratitude. Une jeune femme m'a demandé si elle pouvait s'installer avec son ordinateur pour travailler dans le calme. Un couple âgé a retrouvé le vieil homme et la mère sur une étagère et s'est exclamé ensemble, presque en chœur. La librairie s'est remplie de vie. De rires étouffés, de murmures, de pages tournées, de cliquetis de tasses. Vers midi, une professeure d'anglais du lycée voisin, Madame Carter, une femme énergique aux lunettes rouges, est venue vers moi. Madame Mitchell, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Vous avez conseillé des livres à toute ma classe il y a 10 ans. J'aimerais organiser des lectures ici. Une fois par mois. Pour que mes élèves redécouvrent ce que lire veut dire, loin des écrans. J'ai eu envie de l'embrasser. Ce serait un honneur, ai-je simplement répondu, la voix tremblante. Puis un jeune homme, à peine 20 ans, les cheveux bouclés et un carnet à la main, m'a approché timidement. Je viens ici depuis que j'ai 8 ans. Je connais chaque recoin de cette librairie. Si jamais vous avez besoin d'aide les samedis, je peux être là. Bénévolement, s'il le faut. Je l'ai regardé avec étonnement. Et j'ai dit oui. Et moi? Moi, je flottais. Comme dans un rêve où rien ne blesse, où tout répare. Chaque regard, chaque pas, chaque mot dans ma librairie me redonnait une parcelle de moi. Le soir est tombé lentement. Les clients sont partis peu à peu. Les lumières de la librairie étaient tamisées, le silence à nouveau présent, mais un silence habité, doux, plein de souvenirs neufs. Je rangeais quelques livres derrière le comptoir. Mes doigts effleuraient les couvertures comme on touche des objets sacrés. Je ne voulais pas encore fermer. Je voulais rester là, enveloppé de cette chaleur humaine qui m'avait tant manqué. Et c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Andrew. Il portait son manteau de ville, encore trempé par la pluie. Il tenait quelque chose dans les mains, une enveloppe, froissée. Il s'est avancé, lentement. Son regard n'était pas le même. Il n'y avait plus cette distance, cette froideur analytique qu'il avait adoptée ces derniers mois. Il y avait de la vulnérabilité. Et autre chose, plus profond. Il s'est arrêté devant le comptoir. J'ai démissionné ce matin, a-t-il dit d'un ton calme. Quoi? Ai-je à peine murmuré. Mon job. L'entreprise. Les tableaux Excel. Les chiffres qui n'ont aucun sens. J'ai quitté tout ça. Il a marqué une pause. Je te regarde depuis des semaines. Je t'ai vu te relever. Je t'ai vu rallumer ce lieu comme on rallume une maison dans une ville oubliée. Tu as ramené la vie ici. Tu m'as rappelé ce que veut dire sens. Il a posé l'enveloppe sur le comptoir. Ma gorge s'est nouée. Maman. Est-ce que tu crois que je peux travailler ici avec toi? Pas comme un fils. Pas comme un pitié. Comme un homme qui a envie d'apprendre. De construire.
De croire en quelque chose. Avec toi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé longuement. Et dans ses yeux, j'ai compris. Il ne me jugeait plus. Il m'admirait. J'ai fait le tour du comptoir. Je l'ai pris dans mes bras. Fort. Longtemps. Et je lui ai murmuré à l'oreille. Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, Andrew est mon associé. Et ce mot associé n'est pas une étiquette symbolique. C'est une réalité, un lien construit au quotidien, dans la confiance, dans le respect, dans les silences et les éclats de rire partagés entre deux étagères. Il a trouvé sa place ici, non pas parce que je la lui ai donnée, mais parce qu'il l'a méritée, façonnée à sa manière. Il s'occupe des réseaux sociaux avec un talent naturel, jonglant entre les citations littéraires, les petites vidéos drôles, les recommandations de lecture. Chaque publication est comme un pont tendu entre la librairie et le cœur des gens. Grâce à lui, Les Feuilles d'automne a rassemblé une communauté bien au-delà de Bécon Hill, des lecteurs de tout âge, de tout milieu, qui se sentent chez eux entre nos murs, même à distance. Il a lancé un club de lecture pour jeunes adultes, tous les jeudis soirs. Le coin lecture se transforme alors en cercle vivant, les fauteuils déplacés, les lumières tamisées, des bougies allumées, et parfois même des playlists discrètes en fond sonore. On parle de dystopie, de poésie, de manga, de grands classiques. Mais surtout, on parle de la vie, de la peur, de l'avenir, de l'amour, de ce qu'on ne lit pas dans les manuels. Andrew s'est écouté. Il ne donne pas de leçons, il crée un espace où les jeunes peuvent déposer leurs mots comme on pose un fardeau. Il m'aide aussi à sélectionner les nouveautés. Nos goûts sont différents, mais c'est ce qui rend la librairie si vivante. Il me pousse à lire ce que je n'aurais jamais ouvert, et je l'emmène dans mes recoins de littérature oubliée. C'est un dialogue permanent. Et chaque livre est un pont entre nous. Et bien sûr, il prépare les meilleurs cappuccinos du quartier. C'est devenu une blague locale, tu n'as pas goûté au cappuccino d'Andrew? Alors tu n'es jamais vraiment venu ici. Il dessine parfois des cœurs ou des feuilles dans la mousse. Les enfants adorent ça. Ils courent vers lui en criant son prénom comme s'il était une sorte de magicien. Et il l'est, à sa manière. Un après-midi calme, alors que je triais des factures à l'arrière-boutique, j'ai entendu sa voix. Claire. Apaisée. Mûre. Il parlait à une cliente âgée, que je connaissais bien, Madame Ellison, une ancienne enseignante de littérature, toujours tirée à 4 épingles, son sac en cuir accroché au coude comme un trophée. Je n'écoutais pas volontairement. Mais ces mots m'ont arrêté net. Ma mère? C'est une survivante. Elle a traversé une tempête. Une vraie. De celle qui balaie tout, qui t'arrache tes repères, tes forces, ton souffle. Elle s'est laissée couler. Longtemps. Et moi, je l'ai regardée faire, sans comprendre, sans l'aider vraiment. Parfois même, en la jugeant. Mais un jour, elle a décidé de nager. À contre-courant. Lentement. Douloureusement. Mais avec une volonté que je n'ai vue chez personne d'autre. Elle a refait surface. Et elle a rouvert sa librairie. Et elle m'a appris, sans me dire un mot, ce que veut dire se reconstruire. C'est la femme la plus courageuse que je connaisse. Je suis restée là, figée. Les mains posées à plat sur le bureau. En larmes. Mais heureuse. Je n'avais jamais eu besoin qu'il dise cela. Mais l'entendre, là, sans que je sois censée écouter, c'était le plus beau des cadeaux. Il ne me voyait plus comme une femme cassée, comme une mère en déclin. Il me voyait comme un exemple. Comme une force. Et ce regard-là, je le porterai en moi jusqu'à mon dernier souffle. Alors oui. Un jour, mon fils m'a dit. Tu ne fais que manger et dormir. Et ce jour-là, j'ai cru que tout était fini. Que j'étais devenue l'ombre de moi-même. Mais ensuite, j'ai fait ça. J'ai ouvert à nouveau ma librairie, malgré la peur, malgré le vide, malgré le chagrin. J'ai réanimé ma passion, cette flamme que je croyais éteinte à jamais. J'ai retissé le lien avec mon fils, fil après fil, mot après mot. J'ai retrouvé mon nom, ma force, ma place. Je ne suis plus cette femme en robe de chambre, figée devant une tasse de thé froid. Je suis Suzanne Mitchell. Veuve, oui. Mère, toujours.
Mais aussi, et surtout, vivante. Fondatrice des Feuilles d'automne, libraire, rêveuse, reconstructrice de monde. Et chaque jour, en ouvrant cette porte, en tournant la clé, en allumant les lumières, je choisis de vivre. Pour moi. Pour lui. Pour ceux qui, quelque part, ont encore besoin de mots pour guérir.